Bienvenue dans votre émission d'entretien BET Talk. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, je reçois une artiste au style inclassable. Doublement nommée aux Victoires de la musique, c'est une chanteuse qui a été remarquée avec des titres pop comme le hit French Cancan, avant de s'inscrire ensuite dans un style plus pointu et plus engagé. Malienne et fière de l'être, elle s'est insurgée contre la guerre dans son pays. C'est aussi une voix pour les droits des femmes en France. Véritable icône de mode, elle s'exprime à travers le cinéma autant que sur le terrain. Devenue un des visages de La Parisienne, elle brille sur scène dans le spectacle musical du même nom, initié par Laurent Ruquier. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de l'unique et inimitable Ina Modja. Bonjour Ina. Bonjour Rokhaya. Merci d'être là. De rien, je suis ravie d'être là. Très heureuse de te recevoir pour la première fois dans les studios de BET. Oui. Enfin, j'ai envie de dire. Tu nous avais déjà répondu à des questions quand tu étais en déplacement à New York, puisque tu es une citoyenne du monde. Hein, ça, on peut le constater en te suivant sur Instagram. Alors, pour commencer, ce que je propose, c'est qu'on te découvre à travers 5 dates que j'ai choisies. D'accord. Ça te va? Oui, parfait. Ina Modja en 5 dates. Alors, Ina, ce sont 5 dates qui ont marqué ta vie d'une manière ou d'une autre. La première, c'est la date initiale, la date de ta naissance, 1984. Tu es née à Bamako. Tu t'appelles Ina Bokoum et ta mère te surnomme Ina Modja, qui signifie en peul Ina la mauvaise ou Ina n'est pas bien, parce que tu es la plus têtue de la famille. Alors, comment s'est déroulée ton enfance de petite fille têtue? J'ai grandi dans une famille où on est 7 enfants et moi, je suis la 6e. Et j'ai beaucoup trop d'énergie, encore aujourd'hui. Et quand j'étais enfant, c'était terrible parce que j'étais toujours dans les pattes des plus grands. J'avais envie de tout comprendre, tout. Je répétais tout ce que j'entendais à côté. Et je pense que pour ma mère, je devenais assez ingérable déjà à partir de 2-3 ans jusqu'à l'adolescence. Et elle m'appelait Modja parce que j'étais terrible. Et je pense que je le tiens d'elle, en fait. Je suis très têtue parce que ma mère est très têtue. Un caractère. Donc, à 6 ans, tes parents t'inscrivent dans une chorale et ton père et tes aînés t'encouragent à écouter la musique qu'ils aiment. Quelles sont ces influences? Qu'est-ce qu'on écoute chez les Bokoum? On écoute un peu de tout parce que mon père est un grand fan de tout ce qui est blues et soul et jazz des années 60. Ma mère m'a fait découvrir Myriam Makeba. D'accord. Salif Keita ou Moussangaré, et mes frères et sœurs écoutaient vraiment de tout. Ça allait du disco à la pop, des années Madonna à un peu plus punk et le hip-hop, parce que mes frères étaient très fans de hip-hop. Donc j'écoutais de tout en grandissant. Et puis moi, j'ai appris à faire de la musique en écoutant de la musique. Je suis complètement autodidacte, donc j'avais une bibliothèque musicale incroyable. Et donc, tu t'intéresses de très près, effectivement, à la musique. Et à l'adolescence, tu hésites musicalement entre le hard rock et les chansons d'amour. Donc, on est dans deux registres assez différents. Complètement différents. J'ai commencé à 14 ans, donc je pense que c'est l'âge où vraiment je me cherchais. C'était l'adolescence, donc j'ai pas fait de crise d'ado, mais je savais pas qui j'étais encore. Donc c'était vraiment les deux extrêmes et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire comme musique? Et finalement, j'ai fait quelque chose de complètement différent, ni l'un ni l'autre. Et ton voisin n'est autre que l'immense chanteur Salif Keita que tu viens de citer. Tu as la chance de lui rendre visite pour lui parler de ton amour de la musique. Et grâce à lui, tu fais ta première scène alors que tu as 15 ans. Donc c'est la deuxième date, 1999. Oui. Il t'intègre au Rai Band, un groupe de papilles assez détonnant avec lequel il a lui-même débuté. Oui, alors s'ils entendent que je les appelle papilles... C'est moi qui les appelle comme ça, donc je prends l'entière responsabilité de ce mot. Moi, je les ai appelés comme ça aussi. C'est vrai? Mais Salif Keita habitait dans mon quartier et je savais qu'il y avait pas mal de jeunes qui allaient chez lui et parce qu'il était en train de construire un studio, etc. Et donc, j'ai eu la chance de le rencontrer à ce moment-là. Et avec son assistant Lionel, on est allé au Rai Band et j'ai commencé à répéter avec eux et à apprendre ce que c'était que la musique live. Et ça m'a aidé à me former musicalement. Et alors, on fait un bond de 10 ans, 2009, 10 ans après ta première scène. Donc, tu es remarqué grâce à ton premier single, Mr. H, un titre très, très pop qu'on va entendre là, qui est chanté en anglais, qui est suivi par ton premier album, Every Day is a New World. Ouais. On te découvre notamment à la télé française dans l'émission très, très... familiale et patrimoniale de Michel Drucker et aussi dans l'émission culte Taratata. Oui. Comment tu t'es finalement lancée dans ta carrière musicale de manière professionnelle? J'avais besoin de prendre du temps pour vraiment trouver une identité musicale et j'avais écrit des chansons pour d'autres artistes
parce que je n'avais pas forcément envie de me mettre en avant tout de suite. Et quand je me suis sentie prête, j'ai écrit mon premier album, qui était il y a 10 ans déjà. Ouais. Et les chansons comme Mr. H, etc., sont c'est pour moi des petites pilules pop comme ça que j'ai écrit pour l'album, parce que j'avais envie que les gens me découvrent un peu différemment. J'avais envie d'arriver sur la pointe des pieds et puis au fur et à mesure dévoiler mon univers. Et donc, c'est le photographe malien de légende, hein, Malik Sidibé, qui a réalisé les photos de ce premier album. Pourquoi est-ce que tu peux nous dire qui il est et pourquoi tu l'as choisi? Malik Sidibé est un des plus grands photographes du Mali. Même du continent africain. Oui, c'est un photographe extraordinaire que j'ai eu la chance de connaître toute petite, parce que c'était un très bon ami de mes parents. Il a photographié mes parents dans les années 60. Et donc, j'ai les photos de Malik Sidibé, que Malik Sidibé a faites de moi quand j'avais 2-3 ans déjà. Et naturellement, pour mon premier album, quand on m'a demandé qui est-ce que je voulais comme photographe pour shooter la cover de l'album, je me suis dit que Malik serait la personne parfaite parce qu'il me connaissait bien depuis longtemps. Et surtout, étant tous les deux maliens, ça me permettait aux gens de me connaître aussi, et j'avais envie de partager mes origines, mon identité avec eux. Et donc, il a fait cette photo parce qu'il shoot essentiellement en noir et blanc. Ouais. Et ensuite, on a fait un graphisme dessus. Et donc, la musique devient ton activité principale, ta profession. Et donc, en 2011, tu sors ton album Love Revolution avec un single qui fait sensation. Hein. Tu exploses alors que French Cancan, Monsieur Sainte-Nitouche, devient un des tubes de l'été 2011. Donc, c'est la dernière date. Hein, et se positionne numéro 1 au Top TV, numéro 5 au Top Radio, numéro 4 au Top 50 des singles. Et l'année suivante, tu seras d'ailleurs doublement nommée aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation du public contre Orelsan, Elle et Brigitte. Et pour le clip de l'année. C'est une forme de consécration pour toi à cette époque? Oui, c'est toujours très chouette d'être nommée pour les victoires de la musique ou pour les Energy Music Awards, parce que c'est un peu une récompense du travail qu'on a fait. Et j'ai passé un bon moment parce qu'en plus, j'étais dans une catégorie avec d'autres artistes que j'aime beaucoup et qui sont par la suite devenus des copains. Donc, c'est un bon moment. Et est-ce que tu t'attendais à un succès aussi fulgurant, explosif, pour le coup, autour de ce titre? Non, parce que c'est une chanson que j'ai écrite comme j'écris toutes mes autres chansons. Et j'arrivais pas à dormir, il était 3 heures du matin, j'ai pris mon ordi, j'ai commencé à écrire. Et le lendemain, je suis allée en studio, je l'ai enregistré et puis je suis passée à autre chose. Et quand le label m'a dit que beaucoup de radios étaient intéressés de diffuser la chanson, je me suis dit, oh, super. Moi, j'avais un album à finir, donc j'ai pas vraiment pris conscience de ça. Et après, ça passait beaucoup en radio, jusqu'un jour. Moi, je suis un petit rat de laboratoire. J'adore passer du temps en studio, bricoler les chansons, etc. Et donc, un jour, j'étais dans la rue et il y a quelqu'un qui me dit « Ah, Monsieur Sainte-Nitouche ». Je me dis « C'est bizarre ». C'était la première fois où vraiment beaucoup de gens me parlaient dans la rue. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui avait un peu changé. Et puis, surtout, le retour des gens. Il y a eu pas mal de gens de générations différentes. Parce que sur mon premier album, j'avais surtout des gens de mon âge ou des adultes. Et avec ce deuxième album, j'avais des plus jeunes, j'avais des ados, j'avais des plus âgés. Beaucoup de gens me disaient « Ah, c'est mon mari, Monsieur Sainte-Nitouche » ou il y a des mecs qui me disaient « Ah, c'est moi, Monsieur Sainte-Nitouche ». C'est très marrant parce que, encore aujourd'hui, parfois j'entends à la radio quand je suis en voiture et ça me fait sourire parce que les gens se la sont appropriées. Elle n'est plus à moi, cette chanson. Elle est universelle. Alors, on aurait pu évidemment continuer à parler musique, mais tu es une artiste complète et j'ai donc choisi une 5e date, plutôt du 7e art. On parle de 2016. Il me semble que c'est ton premier rôle... Non, c'est pas ton premier rôle au cinéma. Tu avais déjà eu un rôle auparavant, mais c'est ton premier rôle dans un film grand public. On t'a vu donc, dans le magnifique Oulou, un film à gros budget de Daouda Coulibaly. Comment tu t'es retrouvée dans cette aventure? J'ai passé des auditions d'abord. Et j'ai rencontré Daouda par la suite, le réalisateur, et on a beaucoup discuté. Je suis allée le rencontrer à Bamako et on a parlé du personnage de Aminata qui, moi, me touchait beaucoup parce que j'ai connu des filles comme elle et j'avais envie de raconter l'histoire de cette fille qui, parce que elle a grandi dans la misère, sans famille, avec que son petit frère dont elle devait s'occuper, elle a eu à faire des choix pas faciles. Et j'avais envie de faire partie de cette aventure parce que c'est un film d'auteur et j'avais envie de sortir de qui je suis et vraiment rentrer dans la peau de ce personnage. Et j'avais envie de le faire avec un film d'auteur comme ça, avec une histoire
qui est assez répandu en Afrique. Et du coup, ça t'a donné envie de poursuivre l'aventure sur grand écran? Tu as des projets? Oui, j'ai adoré travailler avec Daouda, j'ai adoré travailler avec Ibrahim et les comédiens. C'était une expérience complètement différente de ce que je faisais. Avant, j'étais dans une série sur Canal+, pendant ce temps, qui était de l'humour plutôt. Là, c'était un registre qui était complètement différent et ça m'a appris beaucoup de choses. D'être devant une caméra, de raconter l'histoire, et d'être dans la peau de quelqu'un d'autre, ça m'a forcé à aller regarder en moi un peu plus des parties que je n'exprimais pas dans ma vie quotidienne. Et j'ai adoré faire ça, donc oui, j'aimerais bien continuer. Ouais. Avis aux réalisateurs et aux réalisatrices. Alors Ina, tu es une femme très consciente du monde qui t'entoure. J'aimerais qu'on revienne sur tes multiples engagements. Tout de suite, l'actualité d'Ina Modja. Alors Ina Modja, tu es une des artistes dont la voix porte le plus dans la lutte contre l'excision. Tu en as parlé dans une de tes chansons notamment. Tu en as toi-même été victime à l'âge de 5 ans à l'insu de tes parents. Tu te qualifies de survivante. Quels sont les messages à faire passer sur ce sujet aujourd'hui en 2019 ? Malheureusement, en 2019, il y a encore beaucoup trop d'endroits où l'excision se pratique, notamment au Mali où c'est au moins 90% des femmes qui passent par l'excision. Et il y a un but qui est d'arrêter l'excision dans le monde entier en 2030. Et donc, moi, depuis 15 ans, je me suis engagée dedans. Et encore aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a un travail énorme à faire sur le terrain parce que changer les mentalités, c'est une des choses les plus difficiles. Donc, quand c'est une pratique qui est faite de génération en génération depuis tellement longtemps, les gens ne se demandent même plus pourquoi ils excisent. C'est des raisons complètement à côté de la plaque, souvent. Et ce n'est pas religieux. La religion ne demande pas à ce que les petites filles soient excisées. Parce qu'en Colombie, c'est pratiqué. En Indonésie, c'est pratiqué. En Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, c'est pratiqué. Et aussi en Occident. Parce que les communautés viennent ici et emmènent cette tradition-là. Donc, il y a beaucoup de jeunes filles françaises ou européennes, ou ça se pratique même aux États-Unis ou au Canada, qui sont excisées. Alors, il y a des pays où il y a des lois, mais ce n'est pas suffisant. France, par exemple. Comme en France, il y a des lois, mais je pense que le plus important, c'est de sensibiliser. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, si on pointe juste du doigt les gens en leur disant « c'est terrible ce que vous faites, c'est barbare », mais qu'on ne leur explique pas pourquoi, les conséquences que ça peut avoir sur la santé et le corps des femmes, bah, ils vont continuer à le faire, pratiquer en cachette. Alors, avant, c'était pratiqué sur les filles très petites, très jeunes. Mais comme il y a des lois et que les pédiatres surveillent beaucoup, alors l'âge s'est décalé. C'est sur des jeunes adolescentes, souvent quand elles partent en vacances. Donc l'été, on est très vigilants. Il y a des campagnes de sensibilisation pour prévenir ça. Parce que quand les petites filles vont, bah, elles sont excisées dans leur pays d'origine. Et malheureusement, c'est très, très difficile de pouvoir contrôler ça. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de communauté en communauté, presque de famille en famille, où il faut leur faire comprendre les dangers de l'excision et ce que ça peut avoir comme conséquence. Ça veut dire qu'il faut travailler en collaboration aussi avec les communautés, pas forcément les pointer du doigt de l'extérieur, mais vraiment travailler en interne, en fait. Il faut travailler absolument en interne. Alors, il y a des pays où il n'y a pas de loi, comme le Mali, mais c'est pareil que dans d'autres endroits, il faut de la sensibilisation, il faut vraiment, c'est de l'éducation. Et on ne peut pas baisser la garde parce qu'en 2030, le but des Nations Unies, c'est que l'excision n'existe plus du tout. Ça semble loin, mais pour moi, c'est demain, 2030. Ouais. Ça va parce arriver que vite, c'est très, très long à faire changer. Alors, quand on parle de violence contre les femmes et les filles, c'est beaucoup plus difficile, en fait, à éradiquer. Tu es aussi marraine de la Maison des femmes associées à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Tu as participé aussi à la marche Nous toutes, nous aussi en novembre dernier, marche contre les violences faites aux femmes qui a eu un immense succès. On sait que c'est un sujet qui tient à cœur puisqu'en 2014, tu étais à l'origine du court-métrage La valse de Marie-Laure, un projet que Marco Conti-Sikik a réalisé à partir d'une de tes chansons. Tous ces engagements, comment ils se matérialisent dans ton quotidien ? La Maison des femmes, c'est un endroit... C'est un endroit très spécial. Et j'ai été emmenée dans le projet par la fondatrice Rada Hatem, qui est médecin, gynécologue obstétricienne,
qui est une femme extraordinaire, qui est vraiment... elle fait bouger vraiment les choses. Et en créant cet endroit, on accueille des femmes qui sont victimes de toute forme de violence. Et elles ont un seul accueil où il y a des médecins, des psychologues, il y a des ateliers aussi créés par des bénévoles dont Laurence Fischer, la championne de karaté, donne des ateliers de self-défense pour les femmes. Ça leur permet aussi de se reconnecter avec leur corps et pouvoir se défendre dans la rue. Il y a des policières qui, de leur temps libre, viennent accompagner les femmes victimes de violences dans leur démarche pour pouvoir porter plainte. Il y a des ateliers de maquillage, des ateliers de yoga, il y a des groupes de parole pour les femmes victimes d'excision, mais aussi de mariage forcé. Il y a aussi des groupes de parole contre les violences domestiques, etc. Donc c'est un endroit où les femmes sont censées se trouver en sécurité et pouvoir parler et pouvoir avoir des gens qui s'occupent d'elles. Et c'est un endroit qui m'est très cher. Et que tu défends très très bien. Donc j'invite chacun d'ailleurs à te suivre sur tes réseaux sociaux puisque tu donnes des informations de manière très très régulière. Dans un autre registre, tu te produis sur scène aussi en tant que comédienne. On a parlé du cinéma, mais Laurent Ruquier t'a choisi pour incarner une des Parisiennes de son spectacle musical à succès, aux côtés d'Ariel Dombal, Marie-Eva Galanter et Elena Noguera. Comment tu as vécu cette expérience intense? C'était génial. C'était vraiment une belle aventure humaine déjà parce que ces trois filles-là, elles sont devenues comme mes sœurs. On a eu des moments extraordinaires. Moi, je pensais que je savais danser. Hein. Je me suis dit, bon, j'ai grandi à Bamako et à Accra, je sais danser. Et en fait, c'est un spectacle qui est chorégraphié, synchronisé. On chantait à l'unisson et on dansait en même temps. Et je me suis rendu compte à quel point c'est dur. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font des spectacles musicaux comme ça. Et donc, on a passé 1 an et demi ensemble, et en résidence à Paris, aux Folies Bergères, et puis aussi en tournée. Et on a fini en décembre dernier à l'Olympia. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup changée parce que déjà, d'être 4 femmes comme ça, j'ai appris beaucoup d'elles. Et j'ai appris aussi beaucoup de mes propres compétences. J'ai évolué parce que j'ai appris à danser, j'ai appris à chanter, à danser en même temps. On avait 12 costumes différents et c'est du jazz yéyé. C'est un registre qui est très différent de ce que je fais et j'ai adoré faire ça. C'est des chansons de Claude Bolling, qui est un jazzman français, qui avait écrit beaucoup pour des musiques de films pour Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, qui avait écrit aussi des chansons pour Brigitte Bardot. Et donc, j'ai découvert une autre facette de cette musique-là. Alors, on rappelle que ton dernier album, Motel Bamako, avec le titre Tombouctou, est toujours disponible. Je propose qu'on en écoute un extrait. Ça, c'était dans le studio de Mali. Ouais. Alors, c'est un album particulièrement engagé, notamment contre la montée de l'extrémisme au Mali, que tu as en grande partie interprété en bambara. Là, on t'entend rapper en bambara. Et ce clip a été tourné dans le studio de Malik Sidibé qu'on évoquait à l'instant. Oui. Qu'est-ce que ça a signifié pour toi ce qui a été un peu un tournant musical par rapport à le style plus pop qu'on te connaissait, et même dans l'engagement que tu as formulé, en plus dans ta langue d'origine, en bambara. Comment tu es arrivée à ce virage? Mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment déjà. Mais comme je suis auteur-compositeur à la base, j'avais envie d'arriver avec quelque chose de plus pop parce que j'avais pas envie qu'on me catalogue forcément. Et pour mon 3e album, je me suis dit, OK, je retourne vraiment à la musique avec laquelle j'ai commencé. J'ai commencé à Bamako avec de la musique un peu plus traditionnelle. Et le hip-hop fait partie de mon répertoire musical depuis longtemps. J'ai appris à rapper en bambara quand j'avais 14-15 ans. Avec mes copains, à l'époque, on avait des scènes de hip-hop. Et donc, quand j'ai fini cet album, quand il est sorti, c'était une surprise pour beaucoup de gens. Moi, je ne me rendais pas compte parce que c'était de la musique que je faisais déjà avant. C'était important pour moi de faire cet album en grande partie en bambara parce que c'était un moment où le Mali traversait une crise énorme. Et l'extrémisme et le terrorisme qui encore aujourd'hui est présent dans le pays, c'était quelque chose qui nous avait tous choqués parce que le Mali était un pays assez paisible et tranquille. Donc,
quand la guerre a commencé, en tant qu'artiste, je ne pouvais pas détourner les yeux. Je ne pouvais pas continuer à faire de la pop alors que mon pays était en train de traverser une guerre. Je ne pouvais pas continuer à parler de sujets un peu moins engagés. Et pendant longtemps, j'ai séparé mon engagement avec ma musique. Parce que l'engagement que j'ai, il est tellement présent dans ma vie, ça me prend 50% de mon temps. Et c'est des sujets qui sont très délicats. Et j'avais envie que la musique soit un endroit où juste qui soit une bulle pour moi. Et avec ce 3e album, j'étais aussi plus âgée, j'avais plus de maturité et j'avais les épaules plus larges pour que mon engagement et ma musique se retrouvent. Parce que sur les albums d'avant, je parlais de sujets qui comptaient pour moi, mais qui étaient moins forts que la guerre ou les violences faites aux femmes. Alors, on va arriver à la dernière partie de l'émission. Hein. On pourrait te poser encore tellement de questions, mais je te propose un petit jeu. D'accord. Tout de suite, le questionnaire pivot d'Ina Modja. Ina Modja, tu navigues avec aisance d'une langue à l'autre. Je te présente donc un exercice qui devrait te plaire. Je te propose de te prêter au fameux questionnaire de Bernard Pivot, le présentateur de télévision des années 80 qui animait l'émission culte Bouillon de culture et apostrophe où se bousculait l'élite culturelle de l'époque, donc des années 80 jusqu'aux années 2000. Ce questionnaire, adapté du questionnaire de Marcel Proust, a même traversé l'Atlantique puisque d'immenses acteurs comme Al Pacino et Robert Niro s'y sont prêtés. Est-ce que tu es prête, Ina? Je suis prête. À la pression. Quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, c'est résilience. Quel est le mot que tu détestes? Impossible. Ton plat préféré? Je suis une grande gourmande. Mon plat préféré? Un tchéboudienne. Un riz au poisson du Sénégal. Merci de faire sans honneur le poisson, au Sénégal. mais... Puisque tu es végane, c'est vrai. Le bruit que tu aimes? Le bruit de la mer. C'est très, très reposant. Quel est le bruit que tu détestes? Marteau-piqueur, les travaux. C'est vrai que c'est désagréable. Quel est ton juron, ton gros mot ou ton blasphème favori? Je peux le dire? Oui. Merde. En ça, t'es très française. Ouais. Et je me souviens que j'ai grandi en n'ayant pas le droit de le dire. La première fois que je dis merde devant mon père, il m'a regardé avec de ses yeux. Je crois que je ne l'ai plus répété pendant au moins 5 ans. Et maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui va, c'est « Ah, merde !» Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Femme, il y a suffisamment d'hommes sur les billets de banque. Et qui ce serait, d'après toi? Enfin, pour toi? Ça dépend pour quel pays? Pour l'euro, pour... Imagine que tu puisses choisir n'importe quelle femme du monde pour illustrer le billet de ton choix. Je pense une femme comme Myriam Makeba, parce qu'elle illustre vraiment la lutte contre l'apartheid, la résilience. Elle est une artiste incroyable qui faisait le tour du monde avec sa musique. Et pour moi, c'est une immense icône. Et j'adore des femmes comme Nina Simone qui ont vraiment lutté pour être acceptées à l'époque où les Afro-Américains n'avaient pas les mêmes droits. Et après, il y a des hommes aussi. Thomas Sankara, j'aimerais bien voir Thomas Sankara sur un billet. Parce qu'il a fait beaucoup pour... C'était vraiment le père, un des pères de l'Afrique panafricaine, quoi. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'ailleurs, dans le clip de Tombouctou, on peut voir que je porte un t-shirt Thomas Sankara. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Le métier que j'aurais pas aimé faire, je pense infirmière, parce que c'est très très difficile. On est en permanence confronté à la douleur, la souffrance, surtout les infirmières qui s'occupent des enfants. C'est très difficile. J'aurais aimé avoir le courage, la force de le faire, mais dans la vraie vie, je pense que j'aurais été beaucoup trop affectée quotidiennement. Le corps médical, quoi. Oui, c'est vrai que tu es confrontée à une souffrance qu'il faut pouvoir gérer. Qu'il faut pouvoir gérer. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarnée? La plante, je pense à un cactus, parce que ça me représente bien. J'adore les cactus, je trouve qu'ils sont résilients, ils sont surtout ceux qui font des petites fleurs ou des fruits.
Et ils ont ces petites piques parce qu'il ne faut pas les emmerder. Mais j'adore, j'ai beaucoup de cactus chez moi. D'accord, donc c'est un peu minimaliste aussi. Oui, et puis c'est les seules plantes que je n'ai pas encore tuées. Je suis jardinière, mais je n'ai pas du tout la main verte. Ouais. Donc c'est vrai que pour tuer un cactus, quand même, il faut y aller. Oui, c'est impossible. C'est impossible. Si Dieu existe, Ina, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Tu as fait de ton mieux, ma fille. Merci pour ces réponses à ce questionnaire. Où est-ce qu'on peut te voir? Quels sont tes projets? Je sais que tu es une icône de mode aussi, on n'en a pas parlé, mais tu collabores avec plein de marques. J'ai vu des collaborations récemment sur tes réseaux sociaux. Tu avais lancé ta propre collection. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur ce que tu vas faire dans ce domaine-là? Là, pour l'instant, je collabore avec 2 créateurs, avec Zulibet, la mine, que j'aime beaucoup, qui est une icône de la mode depuis les années 90. Absolument. Et je collabore avec ma sœur, Maria Bokoum, pour une collection capsule aussi. Et surtout, je m'intéresse de plus en plus, parce que je suis activiste pour le climat, donc je m'intéresse de plus en plus aux marques qui sont éco-friendly, qui font attention à où est-ce que les produits sont sourcés, comment est-ce que c'est des produits recyclés, etc. Il y a 10 ans déjà, je me rends compte que le temps passe super vite, mais pour la sortie de mon premier album, je parlais déjà beaucoup de tout ce qui était bio, tout ce qui était recyclé, etc. Et de plus en plus de marques s'intéressent à ça. Et j'ai envie, moi, de faire l'effort de vraiment faire des recherches pour ce que je porte, pour ce que je peux partager avec les gens. Parce que je pense qu'on est à un moment où il faut s'occuper de cette planète. Parce qu'on est la génération qui avons toutes les responsabilités. On est dans un moment où on peut soit faire en sorte que la planète s'en sorte, soit complètement la détruire pour les générations d'avant. Donc moi qui suis une fille du Sahel, je sais que le changement climatique est réel et que la désertification est réelle, donc j'ai envie de faire attention à ce que je porte et à ce que je mange. Tu es une femme engagée et responsable. C'est pour ça qu'on t'aime, Ina Modja. Merci beaucoup pour ta présence et pour tes réponses à ces questions. Merci de m'avoir invitée, j'étais ravie d'être là. C'était un plaisir partagé. BET Talk, c'est terminé pour aujourd'hui. On se revoit dans 15 jours et d'ici là, je vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Salut!